Bonjour, merci d'être venu, malgré ce beau temps et malgré les piscines qui sont ouvertes. Donc, le thème de cette année des mystères de l'UNIL, c'est vivre ensemble. Et franchement, si dans la nature, il y a des animaux qui illustrent cette notion, ce concept de vivre ensemble, c'est bien les fourmis. Les fourmis, vous le savez, hein, je ne vous apprends rien, elles vivent en groupe, elles vivent en société extrêmement bien organisée, très hiérarchisée aussi. Et puis chez ces insectes, enfin surtout chez les ouvrières, parce qu'au fond la reine, elle ne fait pas grand-chose. Hein, elle est là, elle pond, elle se reproduit, mais elle ne fait pas grand-chose. Mais les ouvrières, elles, coopèrent, s'entraident sans cesse. Alors, au fond, une des premières questions que je voudrais vous poser, c'est, on imagine toujours les fourmis justement en groupe, en société plus ou moins grande, il y en a des immenses, mais est-ce qu'il existe sur la planète des espèces de fourmis solitaires? Alors, bon, les fourmis, elles peuvent former, ça dépend des espèces puis du cycle, mais elles peuvent former des colonies qui vont entre 15, 20 individus jusqu'à 10 millions à peu près. Mais même les espèces qui ont 10 millions d'individus, en fait, elles passent par un cycle où il y a un seul individu, c'est la reine, parce qu'au printemps ou l'été, les colonies vont produire des nouvelles reines qui vont s'envoler, s'accoupler, et s'accouplent dans les airs, d'où l'expression s'envoyer en l'air. Et puis après, l'accouplement, la reine va fonder sa nouvelle société. Elle va creuser un trou, et puis elle va pondre des œufs, et puis élever les bébés. Et après, la colonie va grandir graduellement. Après la première année, il peut y avoir peut-être 20, 30 individus avant l'hiver, ou un peu plus selon les espèces. Et puis après, ça va prendre jusqu'à 3, 4, 5 ans pour atteindre la taille maximale. Donc chaque colonie, en fait, va passer d'habitude par un cycle où il y a un seul individu pour s'agrandir jusqu'à avoir la taille optimale. Puis après, il y a des espèces qui ont un cycle vraiment particulier. Ça, c'est par exemple les fourmis qui sont des parasites ou des fourmis esclavagistes et qui sont en fait des fourmis chez lesquelles on a des fois perdu la caste des ouvrières. Et il existe des espèces où les reines, après l'accouplement, rentrent dans le nid d'une autre espèce. Des fois, elles tuent la reine de l'autre espèce. Et après, elles vont produire leurs œufs et les ouvrières hôtes, en fait, ne remarquent pas que la reine était remplacée. Et puis, elles vont élever les bébés du parasite. Et puis, certaines espèces donc, perdent complètement la capacité de produire les nouvelles reines, des ouvrières. Et donc, elles vont produire que des mâles et des nouvelles reines qui sont généralement assez petits, un peu de la taille des ouvrières de l'espèce hôte. Comme ça, l'autre ne remarque pas qu'il y a en fait une autre espèce à l'intérieur. Et puis ça va durer une année parce qu'en fait, il n'y aura pas remplacement des ouvrières, puis après la colonie va mourir. Donc les seules fourmis qui ne sont pas sociales sont en fait des fourmis parasites, ouais. Et ça, elles ont perdu la socialité. Puis il y a aussi des cas intermédiaires, il y a des parasites qui ont encore des ouvrières, mais les ouvrières ne peuvent plus s'occuper des bébés. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles vont voler des bébés d'une autre espèce à proximité, puis les ramènent dans le nid. Elles amènent des larves ou des jeunes. Et puis, c'est ces bébés qui vont naître dans une colonie qu'ils croient être la leur, mais qu'il n'y a pas la leur, en fait. Et puis, c'est eux qui vont s'occuper des bébés, en fait, des esclavagistes. On les appelle fourmis esclavagistes parce qu'elles vont chercher des esclaves chez une autre espèce dans les 10 ou 20 mètres autour de la colonie. En fait, il y a des comportements extrêmement différents selon les espèces. Ouais. Mais quand même, dans votre laboratoire, vous avez essayé d'isoler des fourmis et de voir comment elles arrivaient, des ouvrières, arrivaient à s'en sortir comme ça, toutes seules isolées, non? Oui, en fait, c'était des expériences. On isolait les individus pour garder le rythme circadien. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'elles ne survivent pas. Très rapidement, elles vont mourir. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On leur donnait pas à manger, mais moi je pensais qu'on pouvait rester long un moment sans manger. Mais même quand on leur donnait à manger, en fait, la plupart vont mourir dans les 1, 2, 3 jours après qu'on les isole. Et en fait, on a fait des études et on a remarqué qu'elles sont très stressées, en fait. Quand elles sont seules, elles sont stressées. Et puis même si elles mangent, en fait, des fois, elles vont manger. Mais on a fait des études et on a montré qu'elles pouvaient ingurgiter la nourriture, mais après que la digestion ne se faisait pas bien, en fait. Et en fait, la nourriture restait dans le tube digestif et transitait mal. Et ce qui fait qu'en fait, elle mourait. On ne sait pas exactement à quoi c'est dû, si c'est un manque d'énergie à cause de la nourriture ou s'il y a d'autres choses liées au stress. Mais c'est sûr qu'elles sont très stressées. Et donc, c'est des organismes, si on les isole, ceux qui sont dans les espèces sociales, qui n'arrivent pas à survivre seuls, en fait. Ils ont besoin de se retrouver en groupe
pour avoir cette sécurité à l'intérieur. Et chez l'humain aussi, en fait, si on isole un humain, ben ça va. Ça ne se passe pas très bien en général, oui. Au fond, chez les fourmis, une devise, ça pourrait être pour vivre, peut-être pas heureux, mais en bonne santé, donc restons groupés. Et au fond, on imagine bien la collaboration, l'entraide entre les ouvrières, elle est indispensable pour des tas de fonctions, pour construire le nid déjà, parce qu'il y en a qui sont très sophistiqués, pour se nourrir, pour aller chercher la nourriture, pour défendre le territoire contre les ennemis. Ce qui est peut-être plus étonnant aussi, ça permet de... vous avez montré, vous avez étudié la question de protéger la colonie contre les virus et les parasites. En fait, oui. C'est-à-dire, dans la colonie, le fait de vivre en groupe, il y a beaucoup d'avantages. Mais il y a aussi, c'est un désavantage. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un petit virus, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais je pense que j'ai peut-être contaminé 1 ou 2 personnes qui vont ensuite croiser d'autres personnes et les contaminer, ou bien peut-être celle qui est déjà... Donc ça se transmet vite. Et ça, c'est le problème de vivre en société, c'est que les individus sont proches les uns des autres et un pathogène peut se propager rapidement. Et les fourmis, elles ont ce problème. Donc, elles vivent dans un endroit qui est très limité, sous terre. Qui est clos, oui. Qui est clos. Donc, si des individus vont dehors et qu'ils attrapent un parasite, le parasite peut se propager rapidement. Puis, une chose qui est encore plus problématique, c'est que les individus sont apparentés. Et nous, on est tous un peu différents. Chaque humain est différent. Donc, certains sont résistants à certains parasites ou pas. Et 2 individus apparentés, en fait, ont plus de chances d'être sensibles aux mêmes parasites. Oui, peut-être là, il faut expliquer, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, la reine, les ouvrières sont ses filles. Donc, forcément, elles ont une grande partie du patrimoine génétique qui est le même. Hein, c'est ça. Donc, il n'y a pas de diversité génétique comme il peut y avoir chez les humains. C'est ça que vous voulez dire. J'allais y arriver, oui. Voilà, pardon. C'est-à-dire que donc, chez les humains, en fait, on peut propager les parasites. Et en fait, les individus apparentés ont plus de chances d'être sensibles aux mêmes parasites. Et c'est pour ça, en fait, que souvent, si on a des enfants, on est souvent malade, parce que si l'enfant attrape une maladie à la garderie, eh bien, les adultes qui ont le plus de chances d'être sensibles à cette maladie, c'est les parents, parce qu'ils sont plus similaires génétiquement. Donc, les maladies se transmettent souvent plus facilement entre individus apparentés. Et puis, effectivement, chez les fourmis, en fait, c'est comme une grande famille, parce qu'on a d'habitude une reine qui est accouplée avec un mâle. Il y a des variations, il peut y avoir des espèces où il peut y avoir plusieurs reines, ou bien des reines s'accouplent avec plusieurs mâles. Mais souvent, c'est des individus très apparentés. Donc, si un parasite, les autres individus apparentés aussi sont très probablement aussi très sensibles à ce parasite. Donc, elles ont mis en place beaucoup de choses, en fait, pour éviter ça. Et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour éviter la propagation du parasite? Donc, elles n'ont pas d'antibiotiques à leur disposition, a priori, du moins synthétiques, hein? Certaines ont des antibiotiques, parce que certaines, elles ont un organe spécial sous la tête où elles peuvent élever des bactéries qui produisent des antibiotiques. Et c'est une bactérie spéciale qui produit ces antibiotiques qui est servie ensuite, qui sont répartis sur la colonie pour éviter la propagation de bactéries ou d'autres champignons. Mais en fait, au niveau comportemental, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui pourrait diminuer la propagation du parasite? Voilà, elle peut se mettre en quarantaine, exactement. Alors en fait, ce qu'on a observé, c'est que dans la colonie, tout d'abord, il y a des groupes, en fait. Les individus sont localisés à des endroits différents. Par exemple, il y a les nurses, celles qui s'occupent des bébés, restent proches des œufs et des larves, et puis elles ne vont pas tellement ailleurs dans le nid. Et puis celles qui font le fourragement, qui vont chercher la nourriture, elles sortent du nid, puis elles restent proches de l'entrée du nid à l'intérieur de la colonie. Et puis elles vont presque jamais vers les œufs ou bien vers les individus qui s'occupent des bébés. Puis un groupe intermédiaire, en fait, qui fait le lien. Et donc, en fait, d'avoir ces différents groupes, ça permet de limiter la propagation du parasite dans la colonie, parce que les fourrageuses, en fait, qui reviennent dans le nid, eh bien, elles n'iront pas vers la reine et puis vers les bébés, qui sont en fait les individus les plus sensibles et les plus importants. Donc, en ayant ces différents groupes, elles peuvent, ça empêche ou ça diminue la propagation des parasites. Et puis, on a fait des études où on infecte, en fait, les colonies. Et on voit à ce moment qu'il y a une réaction de la colonie. Elles savent si on met un champignon, par exemple, elles peuvent détecter le champignon. Donc, c'est une ouvrière qui est malade, qui a le champignon, elles essaient d'enlever le champignon. Et après, il y a des comportements différents. Effectivement, il y a des individus qui, s'ils sont très malades, des fois, ils sortent de la colonie. S'ils ont une maladie très contagieuse, ils sortent même de la colonie, peut-être pour aller mourir ailleurs. Et puis autrement, ils sont aussi moins, quand ils sont un peu malades, après, ils sont moins en contact avec les autres individus.
et puis une augmentation de la différenciation entre les trois groupes. Donc encore diminution des contacts entre les fourrageuses et puis celles qui s'occupent des bébés. Et puis alors un autre exemple d'entraide, ce sont les fourmis légionnaires d'Afrique. Et là, elles s'entraident vraiment en cas d'attaque de termites, je crois. J'aimerais que vous nous racontiez ça. Comment ça se passe? Ah oui, ça c'est un de mes postdocs qui a commencé à travailler ici. En fait, ce qu'il a montré, c'est des fourmis qui mangent exclusivement des termites. Et puis les termites, ils arrivent bien à se défendre, ils ont aussi des soldats, il y en a qui ont des substances aussi toxiques. Donc les termites, c'est de la bonne nourriture, mais c'est quand même dangereux de les attraper. Et donc, quand elles vont les attaquer, il y a souvent des individus qui sont blessés, qui peuvent perdre une patte ou une antenne. Et puis, ce qu'il a observé, en fait, c'est que les autres individus de la colonie, en fait, vont les aider. Les individus qui sont blessés, elles vont les transporter dans le nid. Et puis, dans le nid, elles vont s'en occuper. Et puis, surtout, elles s'occupent de l'endroit, en fait, qui est blessé. Et il a fait des expériences où, s'il isolait les individus qui sont blessés, la mortalité était beaucoup plus grande. Et en fait, ça veut dire qu'elles doivent faire quelque chose, mettre quelque chose de particulier sur les blessures. C'est ce qu'il est en train d'étudier maintenant. Peut-être des sortes d'antibiotiques ou quelque chose qui aide à fermer la blessure pour empêcher la propagation, que les pathogènes rentrent à l'intérieur et puis amènent à la mort de l'individu. Oui, c'est assez étonnant. Hein. C'est comme dans une armée, finalement, on ne laisse pas tomber le soldat qui est à terre et on essaie de le ramener à l'infirmerie. À moins qu'il soit trop blessé. Voilà, exactement. Bon, alors, au fond, un des buts de tout ça et des ouvrières, c'est quand même de protéger la reine, puisque c'est elle qui assure le développement de la colonie, la reproduction. Et avec ce système, finalement, autre chose assez étonnante, c'est que les reines vivent beaucoup plus longtemps que les ouvrières. C'est-à-dire que les mères, encore une fois, avec des patrimoines génétiques très similaires, vivent beaucoup plus longtemps que leurs filles. Quel est le record de longévité pour une reine, là, en ce moment? C'est 29 ans. Et, oh là là, c'est pas mal. Mais en captivité, au laboratoire ou dans la nature? En captivité. Captivité. Dans la nature, on ne sait pas très bien. Ouais. Ouvrière, c'est peut-être 2 ans. C'est 2 ans. Mais d'habitude, elles vivent beaucoup moins que ça. Enfin, je veux dire, ça dépend des espèces. Ouais. Des fois, c'est quelques mois ou une année. Ça dépend des espèces. Enfin, ça fait une grande différence. Le plus drôle, c'est que finalement, les spécialistes du vieillissement humain s'intéressent beaucoup maintenant à ces espèces sociales, aux guêpes, mais aux fourmis, pour expliquer ce genre de choses et les différences de vieillissement et de longévité entre les individus. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez été déjà contacté par ces biologistes, finalement, de biologie humaine qui s'intéressent au vieillissement? Bon, il y a un intérêt, oui, parce que l'intérêt, c'est de voir. Donc, les insectes, ils vivent pas longtemps. D'habitude, une drosophile ou un papillon, ça vit quelques semaines, quelques mois, puis après, il meurt. Donc, il y a quelques insectes qui peuvent vivre plus qu'une année, mais 29 ans, c'est vraiment un record pour un insecte. C'est comme si on trouvait un primate qui vit à peu près 10 000 ans, proportionnellement. Et on a pu montrer que c'était l'évolution de la vie en socialité, l'évolution de la société qui avait permis l'augmentation de la durée de vie des reines. Et avec l'augmentation de la socialité, il y a une augmentation de 100 fois de la durée de vie, comparé aux ancêtres qui sont des guêpes qui vivent aussi quelques semaines ou quelques mois. Donc c'est vraiment lié à la vie en société. Et puis c'est parce que la reine, elle est protégée en fait. Elle est protégée dans la société par les ouvrières qui la protègent contre des parasites, qui la protègent contre les ennemis, des prédateurs. Qui la nourrissent. Exactement. Puis le nid aussi, qui est aussi comme une forteresse en fait. Et puis donc il y a une mortalité qui est beaucoup plus faible. Et puis les organismes, sur Terre, il y a beaucoup de variations de la longévité des organismes. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette variation? C'est en fait parce qu'on pourrait vivre plus longtemps. Mais pour vivre plus longtemps, en fait, il faut investir de l'énergie. C'est-à-dire que le corps, comme toute chose qui est dehors, en fait, se dégrade. Il y a des rayons solaires, il y a des mutations. Et ça fait que le corps se dégrade comme une voiture se dégrade. Mais on peut réparer les choses, mais ça demande de l'énergie. Et en fait, les espèces où il y a une forte mortalité extrinsèque de parasites ou prédateurs, ça ne vaut pas la peine de mettre trop d'énergie en fait, pour garder l'individu en bonne santé parce qu'il va être tué par quelque chose. Mieux vaut mettre toute l'énergie dans une reproduction rapide, faire des bébés rapidement. Et puis, c'est pour ça qu'il y a des espèces qui ne vivent pas longtemps, mais ils font très vite des bébés. Puis les espèces où il y a moins de mortalité extrinsèque, ça peut valoir la peine de vivre plus longtemps, mais à ce moment, il faut investir un peu plus dans les mécanismes de réparation du corps, etc. Et en fait, il y a un trade-off en fait, dans vivre longtemps, faire moins de bébés par unité de temps,
ou vivre un peu moins longtemps et faire beaucoup de bébés. Puis les fourmis, c'est l'extrême où la reine peut vivre très longtemps parce qu'en fait, elle est bien protégée et la mortalité extrinsèque a été fortement diminuée parce qu'elle est protégée par les individus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui permet aux reines de vivre si longtemps, en fait. Et c'est un bon modèle pour étudier les mécanismes de vieillissement. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans notre laboratoire. On essaye de voir, en fait, quels sont les gènes qui sont exprimés différentiellement entre les reines et les ouvrières, qui permettent aux reines de vivre 10 fois plus longtemps que les ouvrières. 10 fois, c'est à peu près la différence de temps. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a un génome, donc elles sont génétiquement pas différentes, les reines des ouvrières. Donc, c'est des différences dans l'expression des gènes qui vont faire qu'elles vont vivre plus ou moins longtemps. Et c'est un bon modèle pour étudier les mécanismes du vieillissement. Qu'est-ce qui permet à un organisme de vivre plus longtemps qu'un autre? Et finalement, si un jour on a une pilule de la longévité, on la devra peut-être aux fourmis, on verra. Je ne sais pas si c'est souhaitable, c'est un autre débat. Ces fourmis, donc, elles vivent en société et du coup, elles s'adaptent aussi à tous les nouveaux territoires, à des tas de terrains différents, d'environnements différents. D'ailleurs, sur la planète, il y en a partout, sauf au Groenland où il fait très très froid, enfin, dans des régions très froides. Le problème, c'est que la médaille a un revers, c'est que quand elles arrivent sur un nouveau territoire, ces fourmis, elles s'y adaptent aussi très, très facilement. Elles prolifèrent aussi rapidement. Et là, c'est ce qu'on appelle des fourmis invasives. On va parler, évidemment, vous me voyez venir, on va parler de celles qui sont tout près d'ici, mais avant cela, d'une manière générale, elles viennent souvent d'Amérique du Sud et d'Afrique, mais comment elles voyagent? Je suppose sur les camions, sur les bateaux, des choses comme ça. Oui. Alors actuellement, on connaît 260 espèces de fourmis qui ont été transportées par les humains et qui vivent dans des endroits où elles n'existaient pas. Et ça, c'est typiquement une espèce, par exemple, qui viendra du Brésil. Alors, par colonisation normale, elle pourrait monter plus haut, donc il va faire trop froid. Et puis, elle pourrait descendre plus bas aussi en Amérique du Sud. Puis, du coup, il fait aussi trop froid. Donc, en fait, son air va être contraint en Amérique du Sud par le climat, le gradient climatique. Mais avec l'humain, il y a des bateaux qui vont au Brésil, par exemple, ou qui vont en Argentine, qui vont prendre des fruits et puis des fourmis en même temps. Et puis qui vont les amener, par exemple, en Europe ou bien aux États-Unis, où on peut trouver un climat dans le sud des États-Unis qui est de nouveau plus chaud, ou pas aussi chaud, qu'il n'y aura pas de région sèche comme au Mexique, où elles ne pourraient pas atteindre, par exemple, le sud des États-Unis, et elles vont être introduites. Et il y a maintenant 260 espèces de fourmis qui ont été introduites par l'humain dans différentes régions du monde où elles créent beaucoup de problèmes. Et justement, dans votre laboratoire, vous avez étudié en particulier ces vagues d'immigration, si l'on peut dire, ou d'émigration. Vous en avez trouvé 2 principales. Oui, c'est-à-dire que j'ai une postdoc qui a regardé, en fait, ces fourmis, on sait à peu près quand elles sont arrivées dans les différents pays, et puis on peut ainsi dire voir comment se fait la colonisation. Et elle a regardé, en fait, ces 200 dernières années, quelles espèces de fourmis ont été introduites où et quand, et puis comment elles se sont propagées. Et elle a montré qu'il y avait une bonne corrélation, en fait, entre le trafic économique entre pays et la propagation des fourmis. Et en fait, quand il y a eu une augmentation du trafic de globalisation en fait, dans le monde, eh bien, il y a eu une augmentation du transport de fourmis dans le monde. Et puis, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une diminution du trafic entre pays. Et on peut voir en fait, qu'il y a eu moins de fourmis qui s'établissent dans d'autres pays à ces périodes. Donc, il y a une assez bonne corrélation en fait, entre le commerce humain et la probabilité que des espèces soient transportées par l'humain, par bateau, par avion, d'un pays ou d'un continent à l'autre. C'est un effet de la mondialisation, finalement. Tout à fait, oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, vous avez aussi constaté, toujours dans votre laboratoire, c'est la même postdoc d'ailleurs, hein, que plus les fourmis voyagent, plus elles y prennent goût. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont commencé un voyage, qu'elles ont déjà conquis un nouveau territoire, elles ont plus tendance à aller encore ailleurs. Exactement. En fait, maintenant, les fourmis sont transportées par les humains, mais il y a beaucoup d'espèces qui sont transportées par les humains, puis ça crée des problèmes, parce que c'est des espèces qui ne sont pas natives, qui vont dominer un endroit et qui vont perturber la faune et la flore locale. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était donc il y a des espèces qui s'introduisent à quelque part, puis une fois qu'elles sont introduites à quelque part, elles peuvent partir encore plus loin. Et elle s'était demandé, est-ce que c'est fréquent que des espèces viennent pas seulement de l'endroit d'où elles sont normalement, mais déjà d'un autre endroit où elles ont été importées. Je me suis demandé comment tester ça. Et
puis elle a une idée. Heureusement. Heureusement, parce qu'on devrait s'arrêter ici. Elle s'est dit, en fait, il y a dans pas mal de ports et d'aéroports, en fait, ils essaient d'éviter qu'il y ait des espèces invasives qui arrivent. Donc, ils contrôlent en fait les fruits, les légumes, les plantes qui arrivent. Donc, il y a des registres. Il y a des registres. Et puis, s'il y a des espèces, en fait, il y a certains endroits même, ils marquent quelles sont les espèces introduites. Et elle a regardé, par exemple, aux États-Unis, il y a des assez bonnes données. Et elle avait donc des informations sur les fourmis qui sont arrivées depuis 100 ans, en fait, aux États-Unis, et puis d'où elles viennent. Et en fait, de là, on peut voir si elles viennent de l'aire native, donc où elles sont normalement, ou bien d'une aire où elles ont été introduites. Et la grande surprise, c'était que plus de 80% des fourmis, en fait, viennent, en fait, même pas de l'aire native, mais d'autres endroits où elles étaient introduites. Donc elles en sont au deuxième voyage, voilà. en gros. Hein, oui. Puis elle a obtenu les mêmes données en Nouvelle-Zélande, et là, c'était encore plus élevé. C'était 92% des fourmis qui viennent pas de l'aire native, mais qui viennent déjà d'un endroit où elles sont introduites. Et ça veut dire, en fait, ce qui se passe, après là, on a fait d'autres études, mais on peut montrer qu'il y a une sorte d'effet de boule de neige. En fait, il y a des espèces qui sortent du pays, et quand elles sortent, où est-ce qu'elles vont aller ? En fait, elles vont à des endroits plutôt où il y a beaucoup de trafic, en fait. S'il y a un port où il y a beaucoup de trafic, ben les fourmis, elles ont plus de chances, ou n'importe quel organisme, d'arriver dans cet endroit que dans le Montana, quelque part, ou bien au sommet de l'Eiger, où il n'y a pas beaucoup de trafic, en fait. Et donc, c'est dans les endroits qui sont des hubs de communication où les espèces invasives ont le plus de chances d'arriver, par chance. Mais de partir aussi. Et puis, une fois qu'elles sont là-bas, c'est aussi un super endroit pour se propager partout dans le monde, en fait. Donc, une fois qu'elles quittent le pays, de plus en plus, elles se retrouvent dans les endroits où il y a beaucoup de trafic. Et puis, de là, c'est un super endroit pour continuer la colonisation du monde. Et puis, il semble alors que celles qui en sont à leur deuxième voyage, elles sont plus problématiques que les autres, en particulier les fourmis de feu, je crois. Alors, en regardant donc il y a les fourmis introduites. Il y a deux sortes de fourmis introduites. Il y a celles qui sont là, qui créent un peu de problèmes, mais pas trop. Et puis, il y a des fourmis qui créent plus de problèmes. Et puis, il y a des listes où on les appelle invasives. Les espèces qui créent beaucoup de problèmes, on les appelle espèces invasives. Et puis, donc, il y a des données pour toutes les espèces de fourmis, pour ces 260 espèces de fourmis. Il y en a je sais pas, 50 ou 60 qui sont invasives, qui créent beaucoup, beaucoup de problèmes. Et les fourmis invasives sont des fourmis qui, effectivement, ont le plus de chances d'arriver à des endroits où elles sont une très grande densité, puis de continuer la propagation encore plus. C'est des fourmis qui ont une très grande densité. Donc celles-là, presque toujours, c'est des introductions secondaires. C'est même plus d'Argentine. Il y a beaucoup qui viennent d'Argentine, de l'Amérique centrale, puis du centre de l'Afrique. Mais souvent, elles sont introduites d'ailleurs. Par exemple, la fourmi de feu, maintenant, qui est une fourmi qui crée beaucoup de problèmes. Et en fait, elle est venue d'abord d'Argentine, ensuite elle arrive aux États-Unis, et puis depuis les États-Unis, elle est partie maintenant en Chine, et puis maintenant au Japon, ils les attrapent souvent dans les ports. Ils ne veulent surtout pas qu'elles viennent parce que c'est des fourmis qui créent beaucoup de problèmes. Et ils les voient souvent qu'elles arrivent presque tous les jours. Elles viennent beaucoup avec des bateaux qui arrivent de Chine, en fait. Et avant, quand elles étaient aux États-Unis, il y avait beaucoup moins de chances qu'elles arrivent au Japon parce qu'il y avait beaucoup moins de cargos qui venaient depuis les États-Unis et la Chine. Puis quand elles étaient seulement en Argentine, il y avait encore beaucoup moins de chances. Bien sûr. Oui, au fond, les voyages sont plus courts aussi. Hein, c'est plus pratique. Alors bon, puisqu'on parle des fourmis invasives, on va quand même parler de celles qui sont tout près, puisque vous avez tous entendu parler, je suppose, de la fameuse Tapignoma magnum, c'est comme ça qu'on l'appelle, non, qu'on dit, qui est originaire du pourtour de la Méditerranée et qui a été repérée relativement récemment à Cuilly et à Saint-Sulpice. Mais au fond, est-ce qu'on sait comment elle est arrivée sur le bord du Léman et quand ? Ou pas du tout? Bon, si on écoute la TSR, elle est venue sur une plante dans le cimetière de Cuilly, mais je ne sais pas comment ils savent ça. Non, on n'a aucune idée. Donc c'est bien probable qu'elle est venue avec du transport. Mais d'où, en fait, on ne connaît même pas l'origine. En fait, elles existent au sud de la France, mais on ne sait même pas si elles viennent peut-être d'ailleurs. En fait. Je ne sais pas si elles sont natives de là. Donc ce serait quelque chose d'intéressant. Et puis ici, elles sont en train de se propager à grande vitesse maintenant. Ici, je pense... on parle d'elles à Ouchy, etc. On dit qu'il y en a déjà des milliards, c'est juste Il y en a de grandes quantités à Ouchy déjà. Oui, d'accord. Et puis, je pense que là, maintenant, il y a deux endroits. Donc, il y avait Cuilly qui était découvert, maintenant Saint-Sulpice, Ouchy. Donc, je pense qu'il y a d'autres endroits. Et en regardant les données, en fait, à Saint-Sulpice, ça fait déjà sûrement quelques années qu'elles y sont.
Et puis elles sont bien localisées parce qu'il y a une entreprise de terrassement. Donc ils prennent des camions, ils amènent la terre. Donc c'est l'endroit parfait pour propager toutes ces fourmis en Suisse romande. Oui, donc je pense que... il va y en avoir partout. Mais je pense qu'il faudrait vite, je pense que c'est déjà trop tard, mais si on voulait éviter... Justement, comment est-ce qu'on pourrait les arrêter? Au tout début, si on voit où elles arrivent, au tout début c'est facile, si c'est 5-6 colonies qui sont à quelque part, c'est facile de les éliminer. Une fois qu'elles sont à 2-3 endroits, ça devient difficile. Puis une fois qu'elles sont à 20 endroits, c'est difficile parce qu'on élimine là, mais d'un de ces 20 endroits, il y en a déjà qui ont été transportés ailleurs. Ouais. Et puis le camion de Saint-Sulpice, il allait déjà à Prévrange. Et puis depuis Prévrange, quand on les découvre, il y en a déjà 2 qui sont partis à Morges. Et puis etc. Donc je pense, je ne suis pas 100% sûr, mais je ne serais pas surpris qu'on ait déjà de la phase. Et quel genre de dégâts il pourrait faire, au fond? C'est pas très bien étudié, en fait. C'est pas très bien étudié. C'est quelque chose qu'on va en fait regarder ici, mais c'est pas très bien étudié les problèmes qu'elles créent, d'où elles viennent et puis comment essayer de les éliminer. Oui, parce qu'on parlait des fourmis justement en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Ils essayent de bloquer aux frontières, mais une fois que les fourmis sont là, elles sont là. Alors, une fois qu'elles ont atteint une certaine quantité, c'est impossible. Par exemple, les fourmis de feu, ils ont essayé de traiter. Ils ont dépensé des centaines de millions de dollars pour essayer d'éradiquer en mettant des produits chimiques qu'ils mettaient par avion, par hélicoptère, par terre, partout. Ils ont appelé ça un peu le Vietnam entomologique. Et ils en ont tué seulement 98%. Mais après ça, c'était encore pire en fait, parce qu'ils n'ont pas seulement tué ces fourmis, ils ont tué toutes les autres fourmis locales. Et après, ces fourmis invasives, en fait, elles sont devenues encore plus fréquentes qu'avant. Il faut dire que, oui, c'est vrai que quand elles arrivent dans un nouveau territoire, au fond, elles n'ont pas d'ennemis. C'est aussi pour ça qu'elles peuvent proliférer encore mieux, parce qu'elles n'ont pas d'ennemis naturels, enfin, du moins au début. Exactement. Souvent, elles viennent avec peu ou pas de parasites, donc elles ont moins de parasites que les fourmis locales. Et puis, après, il y en a qui ne sont pas adaptés à certains endroits, donc elles ne vont pas survivre. Mais il y en a d'autres qui sont bien adaptées au type d'environnement, mais elles n'ont pas en fait de prédateurs, parce que chaque fourmi, les fourmis ont aussi des prédateurs, il n'y a peut-être pas d'espèce qui va les attaquer. Il y a aussi des parasitoïdes qui sont des petites mouches ou des guêpes qui vont pondre des œufs dessus et l'œuf se développe dans la fourmi. Et souvent, il n'y a pas de parasitoïdes spécifiques pour cette espèce. Donc en fait, elles ont un avantage compétitif comparé aux autres fourmis locales. Bien, il est prévu qu'on vous laisse un petit peu de temps pour les questions, mais j'ai juste une dernière question à poser à Laurent Keller. Bon, on l'a vu, les fourmis ont une énorme capacité à vivre ensemble. Est-ce qu'il y a des enseignements à en tirer, à part les histoires de vieillissement, pour notre comportement à nous, les êtres humains? Bon, il faut toujours faire un peu de morale pour finir, Monsieur Fourmi. Il faut toujours faire un tout petit peu attention. Oui, sans faire de avec ce qu'on observe. Morphisme. Mais une petite, ça ressemble à une fable, ce que vous nous avez raconté. Alors, transformez-vous en La Fontaine. Mais bon, ce qu'il y a, c'est en fait toutes les espèces sociales, elles sont confrontées à des choses similaires. En fait, la vie en groupe a beaucoup de bénéfices. La vie en groupe a aussi des problèmes comme les parasites. Donc avec les parasites, on voit, c'est un exemple. Mais la compréhension en fait de certaines espèces animales est utile parce que beaucoup de choses s'appliquent à d'autres espèces animales. Et ce qui est intéressant donc, c'est de trouver les principes qui sont globaux et puis aussi en comparant de voir des choses qui sont spécifiques à chaque espèce. Et puis ça nous permet des fois de mieux comprendre les comportements d'une espèce. Ce sont des modèles finalement. Voilà. Si on les met dans un... Parce que si on étudie avec l'humain, peut-être qu'on arrive à des mauvaises conclusions que quelque chose est comme ça chez l'humain. Mais si on prend dans un contexte plus large, on arrive à mieux mettre l'humain dans ce qu'il est, qui est une des nombreuses espèces sur Terre. Et puis de comprendre spécifiquement avec ce qui est spécifique à l'humain ou pas l'humain, quelles sont les différences entre espèces et puis qui sont particulières à nous aussi.